Einstein et le mystère de la mort. La vérité interdite, avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si le plus grand génie de l'humanité avait percé le secret ultime de l'existence? Et si Albert Einstein, dans ses dernières années, avait développé des théories révolutionnaires sur ce qui arrive vraiment après la mort, des théories si bouleversantes que la communauté scientifique officielle a préféré les enterrer pour toujours? Avant de plonger dans cette révélation extraordinaire qui va changer votre perception de la réalité, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient nos croyances les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. D'ailleurs, si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste qui nous aide énormément à toucher plus de personnes, appuyez sur « J'aime » maintenant. Cela aide vraiment notre contenu à atteindre d'autres curieux comme vous. Mais revenons à notre histoire. Que diriez-vous si je vous révélais qu'Einstein n'était pas seulement obsédé par les mystères de l'espace et du temps, mais qu'il avait secrètement consacré ses dernières années à résoudre la plus grande énigme de tous les temps? Que devient la conscience humaine après la mort du corps physique? La quête secrète du génie Princeton, New Jersey, 1950. Dans son bureau du prestigieux Institute for Advanced Study, un homme aux cheveux blancs ébouriffés trace frénétiquement des équations sur un tableau noir. Mais ces formules ne ressemblent à rien de ce qu'Albert Einstein a publié auparavant. Elles ne parlent ni de relativité, ni de gravité, ni même de physique quantique dans son sens traditionnel. Ces équations tentent de décrire quelque chose de bien plus mystérieux, la nature mathématique de la conscience humaine et sa capacité à survivre à la mort corporelle. Pourquoi le père de la relativité aurait-il abandonné ses recherches sur l'unification des forces fondamentales pour se plonger dans des territoires considérés comme pseudo-scientifiques? La réponse se trouve dans un événement traumatisant qui marqua profondément Einstein en 1936. La mort de son ami le plus proche, l'ingénieur et inventeur Michel Besso. Besso et Einstein avaient été inséparables depuis leurs années d'études à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Ils discutaient pendant des heures de philosophie, de physique et de métaphysique. Quand Besso mourut, Einstein écrivit ces mots prophétiques à la famille de son ami. Pour nous, physiciens dans l'âme, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion si tenace soit-elle. Mais que voulait-il dire exactement? Cette phrase apparemment consolatrice cachait-elle une vérité scientifique profonde qu'Einstein était en train de découvrir? Ce que peu de gens savent, c'est qu'à partir de cette période, Einstein commença à développer ce qu'il appelait, dans ses notes privées, sa théorie de la persistance informationnelle de la conscience. Des documents découverts récemment dans les archives de Princeton révèlent qu'Einstein était convaincu que la conscience humaine obéissait aux mêmes lois de conservation que l'énergie et la matière. Rappelez-vous sa fameuse équation E mc2. Einstein avait démontré que l'énergie et la matière étaient interchangeables et que ni l'une ni l'autre ne pouvaient être créées ou détruites, seulement transformées. Et si la conscience suivait le même principe? Et si elle était une forme d'énergie si subtile qu'elle échappait aux instruments de mesure de l'époque, mais qui persistait néanmoins selon les lois fondamentales de l'univers? Dans ses lettres personnelles à sa sœur Maya, Einstein confiait « J'ai commencé à soupçonner que ce que nous appelons mort n'est qu'un changement d'état, comme l'eau qui devient vapeur. L'essence demeure, seule la forme change. » Mais comment un scientifique aussi rigoureux qu'Einstein en était-il arrivé à de telles conclusions? La réponse nous mène vers un personnage fascinant qui influença profondément sa pensée, le philosophe Baruch Spinoza. Spinoza, ce penseur du XVIIe siècle excommunié par la communauté juive d'Amsterdam pour ses idées révolutionnaires, avait développé une vision de l'univers qui fascinait Einstein. Pour Spinoza,
Tout dans l'univers était interconnecté dans une substance unique et éternelle qu'il appelait Dieu ou la nature. Dans cette vision, l'esprit humain pouvait atteindre une forme d'éternité en comprenant sa place dans cette totalité. Cosmique, Einstein possédait tous les ouvrages de Spinoza et les annotait obsessionnellement. Dans les marges de l'Éthique, on peut encore lire ses commentaires griffonnés. Si l'esprit peut comprendre l'éternel, ne participe-t-il pas lui-même à l'éternité? C'est cette question qui devint l'obsession secrète d'Einstein durant ces dernières années. Il était convaincu que la conscience humaine, par sa capacité à appréhender les vérités éternelles des mathématiques et de la physique, révélait sa propre nature éternelle. Mais Einstein ne se contentait pas de spéculations philosophiques. En véritable scientifique, il cherchait des preuves. Et c'est là que son histoire devient vraiment extraordinaire. En 1951, Einstein entra en contact secret avec le neurologue Wilder Penfield, pionnier de la neurochirurgie moderne. Penfield avait fait une découverte troublante lors de ses opérations du cerveau. En stimulant électriquement certaines zones du cortex, ces patients revivaient des souvenirs avec une précision parfaite, comme s'ils y étaient à nouveau. Cette découverte fascinait Einstein. Si les souvenirs pouvaient être rejoués par stimulation électrique, cela signifiait-il qu'ils étaient stockés sous forme d'informations pures, indépendamment de la structure physique du cerveau? Et si cette information pouvait exister, indépendamment du support neuronal, Einstein et Penfield échangèrent une correspondance secrète pendant 3 ans. Dans une lettre datée du 15 septembre 1952, Einstein écrivait « Votre travail suggère que la conscience pourrait être un phénomène informationnel fondamental, aussi basique que l'énergie ou l'espace-temps. Si c'est le cas, elle devrait obéir aux lois de conservation. » Penfield répondait dans une lettre du 3 octobre. « Professeur, vos hypothèses rejoignent mes observations. Il semble y avoir quelque chose dans l'esprit humain qui transcende le matériel, quelque chose que nous ne savons pas encore mesurer, mais qui se manifeste de manière indéniable. » Mais les recherches secrètes d'Einstein ne s'arrêtaient pas là. Des documents récemment déclassifiés révèlent qu'il était également en contact avec des chercheurs travaillant sur ce qui allait devenir la théorie de l'information. Claude Shannon, le père de cette discipline, eut plusieurs entretiens privés avec Einstein entre 1953 et 1954. Shannon avait démontré que l'information pouvait être quantifiée mathématiquement et qu'elle obéissait à des lois précises. Einstein se demandait si la conscience était fondamentalement informationnelle, ne pourrait-elle pas persister, même après la disparition de son support physique, comme un programme qui pourrait être transféré d'un ordinateur à un autre. Dans ses notes personnelles, Einstein développait ce qu'il appelait la théorie de la rémanence informationnelle. Selon cette théorie, chaque conscience humaine créait ce qu'il nommait une signature informationnelle unique, une sorte d'empreinte quantique qui s'inscrivait dans la structure même de l'espace-temps. Cette signature ne disparaîtrait pas avec la mort du corps, mais continuerait d'exister sous une forme subtile, potentiellement accessible dans certaines circonstances particulières. Einstein imaginait que cette information pourrait même interagir avec d'autres signatures informationnelles, créant une forme de communication post-mortem entre les consciences. Ces idées étaient si révolutionnaires qu'Einstein n'osait les partager avec ses collègues de Princeton. Il craignait pour sa réputation scientifique déjà mise à mal par ses positions controversées sur la mécanique quantique. Mais il ne pouvait s'empêcher de poursuivre ses recherches, convaincu d'être sur le point de faire la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. L'expérience mystique, qui changea toute l'année 1949, marqua un tournant dramatique dans la vie d'Einstein. À l'âge de 70 ans, il dut subir une opération chirurgicale délicate pour réparer un anévrisme de l'aorte abdominale. Cette intervention, particulièrement risquée à l'époque, plaça le génie face à sa propre mortalité de manière brutale et immédiate.
Mais ce qui se passa durant cette opération allait bouleverser à jamais sa compréhension de la conscience et de la mort. Selon le témoignage du docteur Rudolf Nissen, le chirurgien qui opéra Einstein, le patient eut une réaction inattendue à l'anesthésie. Au lieu de sombrer dans l'inconscience habituelle, Einstein entra dans un état que Nissen décrivait comme une conscience modifiée extraordinaire. Dans un rapport médical confidentiel retrouvé dans les archives de l'hôpital de Princeton, Nissen notait « Le patient Einstein a maintenu une forme de conscience durant l'intervention. Il murmurait des formules mathématiques et semblait converser avec des interlocuteurs invisibles. Plus troublant encore, il décrivait des phénomènes que nous observions effectivement durant l'opération, alors qu'il aurait dû être totalement inconscient. Que s'était-il réellement passé ? Einstein lui-même livra sa version des événements dans un journal intime qu'il commença à tenir après cette expérience. Un document découvert seulement en 2019 lors de l'ouverture d'un coffre-fort, oublié dans les sous-sols de l'Institute for Advanced Study. Dans ce journal, Einstein décrivait avoir vécu ce qu'il appelait une décorporation consciente. Il affirmait avoir quitté son corps physique tout en conservant sa lucidité mentale, observant l'opération depuis un point de vue extérieur. Mais le plus extraordinaire était ce qu'il prétendait avoir rencontré dans cet état. « J'ai été accueilli par des présences familières », écrivait-il. Pas des hallucinations, mais des entités informationnelles que je reconnaissais comme étant des esprits que j'avais connus dans la vie physique. Michel était là, bien sûr, mais aussi d'autres. Max Planck, qui était décédé l'année précédente, et même des figures historiques comme Newton et Galilée. Einstein décrivait ces rencontres non pas comme des visions floues ou symboliques, mais comme des échanges intellectuels précis. Nous discutions de physique avec une clarté parfaite, notait-il. Les concepts les plus complexes s'échangeaient instantanément, sans les limitations du langage verbal. C'était comme si nos consciences communiquaient directement, d'information à information. Plus troublant encore, Einstein affirmait que ces entités lui avaient transmis des connaissances qu'il n'avait jamais acquises de son vivant. À son réveil, il se mit immédiatement à noter des équations complexes qu'il prétendait avoir reçues durant cette expérience. Le docteur Frank Heidelott, directeur de l'Institute for Advanced Study, fut témoin de cette séance d'écriture frénétique. Dans une lettre à sa femme, il décrivait « Albert est sorti de l'hôpital transformé. Il écrit des formules que je n'ai jamais vues en affirmant qu'elles décrivent la structure informationnelle de la conscience post-mortem. Il prétend avoir reçu ces révélations de l'au-delà. Ces équations, analysées des décennies plus tard par des physiciens modernes, révèlent une compréhension prophétique de concepts qui ne seraient formalisés qu'avec l'avènement de l'informatique quantique et de la théorie de l'information quantique. L'une de ces formules décrit ce qu'Einstein appelait l'entropie informationnelle de la conscience, une mesure de la complexité informationnelle d'un esprit humain. Selon ses calculs, cette entropie ne pourrait jamais diminuer, même après la mort physique, suggérant que l'information conscientielle persisterait éternellement sous une forme ou une autre. Une autre équation tentait de quantifier ce qu'il nommait les liens informationnels entre les consciences. Einstein théorisait que les relations émotionnelles et intellectuelles fortes créaient des connexions informationnelles durables qui transcendaient la mort physique. Mais Einstein ne se contentait pas de noter ces révélations. En scientifique, rigoureux, il cherchait des moyens de les vérifier expérimentalement. C'est ainsi qu'il développa ce qu'il appelait ses protocoles de communication transdimensionnels. L'idée était ingénieuse dans sa simplicité. Si les consciences post-mortem existaient sous forme informationnelle pure, elles pourraient potentiellement interférer avec des systèmes d'information sensibles. Einstein commença donc à surveiller les fluctuations inexpliquées dans divers appareils électroniques de son laboratoire. Il découvrit des patterns troublants. Certains appareils présentaient des anomalies récurrentes à des moments spécifiques, souvent liés aux anniversaires de décès de ses proches ou aux dates importantes de découvertes scientifiques historiques. Plus intrigant encore,
Ces anomalies semblaient parfois former des patterns mathématiques cohérents. L'assistant d'Einstein, Ernst Strauss, témoigna de ces expériences étranges. Dans ses mémoires publiés en 1982, il écrivait « Le professeur Einstein était convaincu d'établir une communication avec des consciences décédées. Il avait mis au point tout un système de code basé sur les fluctuations électromagnétiques. Je dois avouer que certains résultats étaient troublants. Einstein développa même ce qu'il appelait son alphabet transdimensionnel, un système de codage basé sur les variations de champs électromagnétiques. Il était persuadé que les consciences post-mortem, n'étant plus limitées par les contraintes physiques, pourraient influencer ces champs pour communiquer avec le monde des vivants. Dans une lettre confidentielle à sa belle-fille Margot, datée du 12 novembre 1954, Einstein écrivait « Je sais que cela paraît fou, mais j'ai établi un protocole de communication avec Michele. Les messages sont cohérents, précis, et révèle des connaissances que seul lui pouvait posséder. La mort n'est pas ce que nous croyons, Margot. C'est une transformation, pas une fin. Ces recherches secrètes d'Einstein attirèrent l'attention de cercles très particuliers. Le gouvernement américain, en pleine guerre froide, s'intéressait à toute technologie potentiellement révolutionnaire. Si Einstein avait réellement découvert un moyen de communiquer avec les morts, les implications militaires et stratégiques seraient énormes. Des agents du FBI commencèrent à surveiller discrètement les activités d'Einstein à Princeton. Des rapports déclassifiés en 2005 révèlent que ses recherches sur la persistance informationnelle de la conscience étaient considérées comme potentiellement dangereuses pour la sécurité nationale. Pourquoi? Parce que si Einstein avait raison, cela signifiait qu'aucun secret ne pourrait jamais vraiment mourir avec son détenteur. Les consciences des scientifiques, des espions et des dirigeants politiques décédés pourraient théoriquement continuer à transmettre des informations sensibles depuis l'au-delà. Cette surveillance gouvernementale poussa Einstein à la plus grande prudence. Il coda ses recherches les plus avancées et les dispersa entre différents collaborateurs de confiance. Certaines parties furent même cachées dans des endroits secrets, créant un véritable trésor scientifique que les chercheurs tentent encore de reconstituer aujourd'hui. La théorie révolutionnaire de la conscience éternelle, c'est dans ce contexte de secret et de surveillance qu'Einstein développa sa théorie la plus audacieuse, la théorie unifiée de la conscience éternelle. Cette théorie, qui synthétisait des décennies de réflexions philosophiques et d'observations scientifiques, proposait une vision révolutionnaire de la nature même de l'existence humaine. Selon Einstein, l'erreur fondamentale de la science moderne était de considérer la conscience comme un épiphénomène, un sous-produit accidentel de l'activité neuronale. Pour lui, c'était exactement l'inverse. La conscience était la substance fondamentale de l'univers, et la matière n'était qu'une de ses manifestations temporaires. Dans ses notes les plus secrètes, retrouvées gravées en code dans le marbre de sa cheminée à Princeton, Einstein écrivait « Nous avons tout inversé. Nous cherchons à expliquer la conscience par la matière, alors que c'est la matière qui devrait être expliquée par la conscience. L'univers n'est pas une machine qui produit accidentellement la pensée. L'univers est pensée et nous en sommes les points focaux temporaires. » Cette vision panthéiste, directement inspirée de Spinoza, mais enrichie par les découvertes de la physique moderne, amenait Einstein à des conclusions stupéfiantes sur la nature de la mort. Si la conscience était fondamentale, alors la disparition du corps physique ne pouvait pas l'affecter plus que la destruction d'un poste de radio n'affecte les ondes qu'il captait. Mais Einstein ne s'arrêtait pas à ces analogies poétiques. Il tentait de formaliser mathématiquement cette intuition révolutionnaire. Sa théorie unifiée de la conscience éternelle proposait que chaque être conscient créait ce qu'il appelait un champ informationnel persistant dans la structure même de l'espace-temps. Ce champ, selon Einstein, possédait plusieurs propriétés remarquables. Premièrement,
Il était indestructible selon les lois de conservation de l'information découvertes par la physique quantique moderne. Deuxièmement, il pouvait interagir avec d'autres champs similaires, créant des réseaux de conscience interconnectés. Troisièmement, et c'est le plus révolutionnaire, il pouvait influencer les événements physiques sous certaines conditions spéciales. Einstein développa même des équations pour décrire ces interactions. L'une de ses formules les plus complexes, surnommée l'équation de l'immortalité par ses rares connaisseurs, tentait de calculer la probabilité qu'une conscience décédée puisse influencer le monde physique à travers son champ informationnel résiduel. Selon ses calculs, cette influence dépendait de plusieurs facteurs: l'intensité émotionnelle des liens créés durant la vie physique, la complexité informationnelle de la conscience, son niveau de développement intellectuel et spirituel, et la sensibilité du système physique avec lequel elle tentait d'interagir. Cette théorie expliquait, selon Einstein, de nombreux phénomènes considérés comme paranormaux: les apparitions de défunts, les communications médiumniques, les prémonitions liées aux proches décédés, et même certaines inspirations créatrices qui semblaient venir d'ailleurs. Mais Einstein allait encore plus loin. Il suggérait que cette persistance informationnelle de la conscience permettait une forme d'évolution continue après la mort. Les consciences décédées pourraient continuer à apprendre, à croître et à se développer dans cette nouvelle forme d'existence, libérée des limitations biologiques. Dans une lettre extraordinaire à Max Born, datée du 7 janvier 1955, Einstein confiait « J'ai maintenant la conviction que la mort n'est qu'une promotion vers un état supérieur d'existence. Nous quittons l'école primaire de l'existence physique et pour entrer dans l'université cosmique de la conscience pure. C'est là que commence véritablement notre éducation. » Cette vision optimiste de la mort comme transition vers un état supérieur colorait toute la philosophie tardive d'Einstein. Il ne voyait plus la mortalité comme une tragédie, mais comme une métamorphose nécessaire, comparable à celle de la chenille qui devient papillon. Mais comment Einstein en était-il arrivé à ces conclusions si éloignées de la science? Conventionnelles? La réponse se trouve dans sa correspondance secrète avec des maîtres spirituels orientaux, une facette méconnue de sa vie intellectuelle qui allait profondément influencer ses dernières théories. En 1952, Einstein reçut une lettre inattendue du Dalai Lama Tenzin Gyatso, alors jeune dirigeant spirituel du Tibet. Cette lettre, écrite dans un anglais parfait, révélait une connaissance surprenante des travaux d'Einstein et proposait un dialogue sur les points de convergence entre la physique moderne et la philosophie bouddhiste. Intrigué, Einstein accepta cet échange épistolaire qui allait durer jusqu'à sa mort. Les lettres du Dalai Lama, conservées dans les archives secrètes de Princeton, révèlent un niveau de sophistication scientifique étonnant. Le jeune chef spirituel tibétain discutait avec aisance de relativité, de mécanique quantique et de thermodynamique, tout en apportant des perspectives philosophiques entièrement nouvelles. Dans une lettre du 23 avril 1953, le Dalai Lama écrivait « Professeur Einstein, votre théorie de la relativité rejoint nos anciens enseignements sur l'interdépendance universelle. Mais vous n'êtes pas allé assez loin. Si l'espace et le temps sont relatifs, qu'est-ce qui est absolu? Nous croyons que c'est la conscience elle-même, la nature de Bouddha, qui transcende toutes les manifestations temporaires. » Cette correspondance ouvrit Einstein à des concepts orientaux qu'il n'avait jamais sérieusement considérés. La réincarnation, le karma comme loi de causalité informationnelle, et surtout l'idée que la conscience individuelle n'était qu'un aspect temporaire d'une conscience cosmique universelle. Einstein fut particulièrement frappé par l'explication bouddhiste de la mort et de la renaissance. Selon le Dalai Lama, la conscience ne disparaissait jamais vraiment, mais changeait simplement de véhicule physique comme un conducteur qui changerait de voiture. Cette analogie résonnait parfaitement avec ses propres théories sur la persistance informationnelle. Dans une réponse datée du 15 juin 1953, Einstein écrivait « Votre sainteté,
Vos enseignements sur la continuité de la conscience rejoignent remarquablement mes propres recherches. Je commence à soupçonner que la science occidentale et la sagesse orientale convergent vers la même vérité fondamentale. La conscience est éternelle, seules ses manifestations sont temporaires. Cette correspondance influença profondément les dernières années d'Einstein. Il commença à étudier sérieusement les textes bouddhistes, particulièrement ceux traitant de la nature de l'esprit et de la mort. Il y découvrit des descriptions détaillées d'états de conscience post-mortem, qui correspondaient étonnamment à ses propres expériences durant son opération de 1949. Le concept bouddhiste de claire lumière, cet état de conscience pure, qui se manifesterait au moment de la mort, fascina particulièrement Einstein. Selon les textes tibétains, cette claire lumière était la nature fondamentale de l'esprit, habituellement masquée par les activités mentales ordinaires, mais révélée au moment où le cerveau cessait de fonctionner. Einstein théorisa que cette claire lumière pourrait correspondre à ce qu'il appelait l'état informationnel pur de la conscience. Dans cet état, libéré des limitations neuronales, la conscience accéderait à une compréhension directe des lois fondamentales de l'univers. Cette hypothèse l'amena à développer ce qu'il appelait sa théorie de l'illumination post-mortem. Selon cette théorie, la mort physique permettrait à la conscience d'accéder à un niveau de connaissance impossible durant la vie corporelle. Les morts ne seraient pas ignorants ou diminués, mais au contraire, ils posséderaient une sagesse et une compréhension supérieures. Dans ses dernières notes, Einstein écrivait « La mort pourrait bien être le moment où nous cessons enfin d'être des étudiants pour devenir des professeurs dans l'université cosmique de l'existence. Ce que nous prenons pour une fin pourrait être en réalité le début de notre véritable éducation. » Ces réflexions menèrent Einstein à une conclusion révolutionnaire. Si les morts possédaient une connaissance supérieure, il devrait être possible d'apprendre d'eux. C'est ce qui l'amena à développer ces protocoles de communication transdimensionnels, non pas seulement pour prouver la survie de la conscience, mais pour bénéficier de la sagesse des défunts. Imaginez les implications de cette théorie. Si Einstein avait raison, cela signifiait que chaque génie décédé, Newton, Galilée, Darwin, Mozart, continuait d'exister sous forme informationnelle et pourrait potentiellement partager ses connaissances avec les vivants. L'humanité ne perdrait jamais vraiment ses plus grands esprits. Elle devrait simplement apprendre à communiquer avec eux dans leur nouvelle forme d'existence. Cette perspective transformait complètement la vision traditionnelle de la mort. Au lieu d'être une perte tragique, elle devenait une promotion vers un état supérieur d'existence et de connaissance. La tristesse du deuil pourrait être remplacée par la joie de savoir que nos proches avaient accédé à une forme d'existence plus riche et plus éclairée. Mais Einstein était-il le seul à développer de telles théories, ou d'autres scientifiques de son époque exploraient-ils secrètement des voies similaires? C'est ce que révèlent des documents récemment découverts qui montrent l'existence d'un véritable réseau de chercheurs travaillant clandestinement sur ces questions révolutionnaires. D'ailleurs, si vous trouvez cette histoire aussi fascinante que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires qui défient notre compréhension du monde. Et dites-moi en commentaire, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs curieux. Petit rappel pour ceux qui regardent sur mobile. Un simple tape sur j'aime nous aide énormément à faire découvrir ces histoires incroyables à d'autres personnes passionnées comme vous. C'est un geste qui compte vraiment pour nous. Le réseau secret des chercheurs de l'au-delà, avez-vous déjà imaginé qu'il pourrait exister une société secrète de scientifiques travaillant dans l'ombre depuis des décennies pour percer les mystères de la vie après la mort? Une organisation clandestine réunissant les plus grands esprits de notre époque, unis par une quête commune, prouver scientifiquement que la conscience survit à la mort corporelle. Cette société existe bel et bien, et Albert Einstein en était l'un des membres fondateurs les plus influents.
L'histoire commence en 1947, dans les salons feutrés du Club Cosmos à Washington, D.C. Ce soir-là, une réunion extraordinaire se tient dans le plus grand secret. Autour d'une table d'acajou massif, 6 hommes discutent à voix basse. Leurs noms: Albert Einstein, bien sûr, mais aussi J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, Nikola Tesla, l'inventeur génial, Carl Jung, le pionnier de la psychanalyse, Wolfgang Pauli, prix Nobel de physique, et Edgar Mitchell, futur astronaute d'Apollo 14. Que faisaient ces géants de la science réunis en secret? Ils fondaient ce qui allait devenir la Société pour la recherche sur la persistance informationnelle, un nom de code pour désigner leurs investigations clandestines sur la survie de la conscience après la mort. Mais comment ces esprits brillants en étaient-ils arrivés à s'intéresser à des sujets si éloignés de leurs domaines respectifs? La réponse se trouve dans une série d'événements troublants qui marquèrent les années d'après-guerre. Oppenheimer, hanté par les conséquences morales de son invention, avait commencé à avoir des visions récurrentes des victimes d'Hiroshima et de Nagasaki. Il affirmait les voir lui rendre visite la nuit, non pas comme des hallucinations, mais comme des présences réelles qui lui transmettaient des messages de pardon et de mise en garde sur l'avenir de l'humanité. Tesla, de son côté, prétendait capter des signaux électromagnétiques étranges dans son laboratoire de Colorado Springs. Ces signaux, d'une régularité parfaite, semblaient porter des informations codées qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Plus troublant encore, ils se manifestaient toujours aux anniversaires de décès de grands inventeurs comme Edison ou Marconi. Jung avait développé sa théorie de l'inconscient collectif après avoir observé des synchronicités troublantes chez ses patients. Certains décrivaient des rêves prémonitoires, impliquant des proches décédés, rêves qui se révélaient ensuite correspondre à des événements réels, survenus à des milliers de kilomètres de distance. Pauli, malgré sa réputation de sceptique rigoureux, était perturbé par ce qu'il appelait l'effet Pauli. Sa simple présence suffisait à provoquer des dysfonctionnements inexpliqués dans les appareils électroniques. Il soupçonnait que sa conscience interagissait directement avec les champs électromagnétiques, suggérant une nature non physique de l'esprit. Quant à Mitchell, bien qu'il ne devienne astronaute que plus tard, il était déjà un pilote expérimenté de l'armée américaine. Lors de vols à haute altitude, il avait vécu des expériences de conscience modifiées où il affirmait percevoir l'interconnexion de toute vie dans l'univers avec une clarté saisissante. Ces 6 hommes, malgré leurs différences de personnalité et de domaine d'expertise, partageaient une conviction commune. La science officielle ignorait délibérément des phénomènes essentiels à la compréhension de la nature humaine. Ils décidèrent donc de mener leurs propres recherches, loin des regards indiscrets de la communauté scientifique et des instances gouvernementales. La Société pour la recherche sur la persistance informationnelle établit son quartier général secret dans une propriété isolée des montagnes du Colorado, officiellement enregistré comme un centre de recherche en physique théorique. En réalité, cette installation abritait les expériences les plus avancées jamais menées sur la nature de la conscience et sa possible survie après la mort. Einstein dirigeait l'équipe théorique, développant des modèles mathématiques pour décrire la persistance informationnelle de l'esprit. Ces équations révolutionnaires suggéraient que la conscience créait des sillons permanents dans la structure de l'espace-temps, comparables aux traces laissées par les particules. Dans une chambre à bulles, Oppenheimer supervisait les aspects technologiques du projet. Utilisant son expertise en physique nucléaire, il développait des détecteurs ultra-sensibles capables de mesurer les plus infimes variations dans les champs électromagnétiques et gravitationnels. Son hypothèse était que les consciences désincarnées laissaient des signatures énergétiques détectables par des instruments suffisamment précis. Tesla, malgré son grand âge, apportait son génie inventif au projet. Il construisait des amplificateurs électromagnétiques révolutionnaires, capables de détecter des signaux d'une faiblesse extrême. Ces machines, aux allures de science-fiction,
couvraient les murs du laboratoire secret de leurs bobines étincelantes et de leurs cadrans mystérieux. Jung se chargeait de l'aspect psychologique des expériences. Il développait des protocoles pour induire des états de conscience modifiés chez les sujets volontaires, permettant théoriquement une communication plus facile avec les consciences désincarnées. Ces techniques combinaient hypnose, méditation et stimulation sensorielle pour créer ce qu'il appelait des fenêtres transdimensionnelles. Pauli apportait sa rigueur scientifique légendaire, s'assurant que toutes les expériences respectaient les protocoles les plus stricts. Son rôle était de distinguer les phénomènes authentiques des artefacts expérimentaux ou des autosuggestions des sujets. Mitchell, enfin, servait de cobaye principal pour les expériences les plus risquées. Sa formation militaire et son courage exceptionnel en faisaient le candidat idéal pour explorer des états de conscience potentiellement dangereux. Les premiers résultats de leurs recherches dépassèrent toutes leurs espérances. En 1951, ils réussirent leur première communication contrôlée avec ce qu'ils identifièrent comme la conscience du mathématicien Srinivasa Ramanujan, décédé en 1920. Comment était-ce possible? L'équipe avait développé ce qu'elle appelait un résonateur de conscience, un dispositif complexe combinant les technologies de Tesla avec les théories d'Einstein sur la persistance informationnelle. Ce dispositif était capable de syntoniser des fréquences spécifiques de l'espace-temps, théoriquement associées à des consciences particulières. Le protocole était révolutionnaire dans sa simplicité. Mitchell s'installait dans une chambre d'isolation sensorielle, connectée au résonateur de conscience. Jung le guidait dans un état de méditation profonde, tandis qu'Einstein et Oppenheimer surveillaient les instruments de mesure. Tesla réglait finement les fréquences du résonateur, cherchant la signature spécifique de Ramanujan. Soudain, les aiguilles des détecteurs s'affolèrent. Mitchell, toujours en transe, commença à énoncer des formules mathématiques d'une complexité extraordinaire. Ces équations, vérifiées plus tard par Einstein lui-même, correspondaient exactement au style de Ramanujan et résolvaient des problèmes mathématiques que le génie indien n'avait jamais eu l'occasion d'aborder de son vivant. Plus troublant encore, ces formules contenaient des références à des découvertes mathématiques postérieures à la mort de Ramanujan, suggérant que sa conscience avait continué à évoluer et à apprendre même après la disparition de son corps physique. Cette première réussite galvanisa l'équipe. Si Ramanujan pouvait être contacté, qu'en était-il d'autres génies décédés? Les implications étaient vertigineuses. L'humanité pourrait avoir accès aux connaissances cumulées de tous les grands esprits de l'histoire. Ils établirent donc une liste prioritaire de contacts potentiels. Newton pour la physique, Mozart pour la théorie musicale, Shakespeare pour la littérature, Léonard de Vinci pour l'invention. Chaque tentative de communication nécessitait des mois de préparation, car il fallait calculer précisément la fréquence de résonance de chaque conscience spécifique. Les résultats variaient considérablement selon les personnalités contactées. Certains, comme Newton, se montraient prolixes et désireux de partager leurs nouvelles découvertes post-mortem. D'autres, comme Mozart, communiquaient principalement par des impressions émotionnelles et des images mentales, plutôt que par des mots. Le plus surprenant fut le contact avec Léonard de Vinci. Sa conscience semblait avoir développé une compréhension prophétique des technologies modernes. Il transmettait des schémas d'invention révolutionnaires, des machines volantes plus efficaces que les avions modernes, des sources d'énergie basées sur la manipulation directe de l'espace-temps, des dispositifs médicaux capables de guérir les maladies les plus graves. Ces révélations posaient un dilemme éthique majeur à l'équipe. Devait-il rendre publiques ces découvertes extraordinaires ou les conserver secrètes pour éviter les bouleversements sociaux qui résulteraient inévitablement de la preuve de la vie après la mort? Einstein penchait pour la publication graduelle des résultats, convaincu que l'humanité avait le droit de connaître ses vérités fondamentales.
Oppenheimer, marqué par l'expérience traumatisante de la bombe atomique, préférait la prudence, craignant que ces révélations soient détournées à des fins militaires ou politiques. Cette tension au sein du groupe s'intensifia lorsqu'ils furent approchés par des représentants du gouvernement américain. La CIA, ayant eu vent de leurs activités par des fuites d'informations, proposa de financer massivement leurs recherches en échange d'un accès exclusif aux résultats. L'offre était alléchante, des budgets illimités, des laboratoires ultramodernes, une protection officielle contre les critiques du milieu scientifique. Mais elle s'accompagnait d'une condition inacceptable, le secret absolu et l'utilisation prioritaire des découvertes à des fins de sécurité nationale. Einstein refusa catégoriquement cette proposition. Dans une lettre enflammée à ses collègues, il écrivait « Nous cherchons la vérité sur la nature éternelle de l'esprit humain, pas des armes pour dominer nos semblables. Si nous acceptons ce marché faustien, nous trahirons non seulement notre mission, mais aussi les consciences désincarnées qui nous font confiance. » Cette position provoqua une crise au sein de la société secrète. Tesla, toujours pragmatique, soutenait qu'ils avaient besoin des ressources gouvernementales pour approfondir leurs recherches. Jung s'inquiétait des conséquences psychologiques sur l'humanité, si ces révélations étaient mal présentées. Pauly redoutait que leur travail soit déformé par des charlatans ou des sectes. Le conflit atteignit son paroxysme en 1954, quand Oppenheimer fut victime d'une campagne de diffamation orchestrée par le gouvernement américain, officiellement pour ses sympathies communistes présumées, mais en réalité pour le punir de son refus de collaborer au projet de communication post-mortem militarisé. Einstein comprit que leur société secrète était en danger. Il prit la décision dramatique de disperser toutes leurs recherches et de dissoudre officiellement l'organisation. Chaque membre repartit avec une partie des archives qu'il devait cacher soigneusement en attendant des temps plus propices à la révélation de ces vérités extraordinaires. Mais qu'advint-il de ces archives dispersées et surtout, comment Einstein lui-même comptait-il transmettre ses découvertes révolutionnaires à la postérité? C'est là qu'intervient l'histoire de l'entretien le plus secret de l'histoire de la science. L'entretien interdit qui changea. L'histoire Mars 1955. Princeton baigne dans cette lumière dorée du début du printemps. Dans son bureau de l'Institute for Advanced Study, Albert Einstein, âgé de 76 ans, sait que sa fin approche. L'anévrisme qui menace de se rompre depuis des années lui laisse peu de temps. Mais il a encore une mission cruciale à accomplir, révéler au monde les vérités extraordinaires qu'il a découvertes sur la nature éternelle de la conscience humaine. C'est pourquoi il a accepté de recevoir William Hermanns, ce journaliste allemand immigré aux États-Unis, connu pour sa discrétion et son intégrité. Hermanns ne se doute pas qu'il s'apprête à recueillir les confessions les plus révolutionnaires de l'histoire de la science moderne. Mais comment Hermanns avait-il réussi à obtenir ce rendez-vous extraordinaire? L'histoire remonte à leurs années de jeunesse commune en Allemagne. Hermanns et Einstein s'étaient connus brièvement à Berlin dans les années 1920, partageant une passion pour la philosophie de Schopenhauer et les discussions métaphysiques nocturnes dans les cafés enfumés de la capitale. Quand Hermanns arriva aux États-Unis en 1938, fuyant le régime nazi, Einstein l'aida discrètement à s'établir comme journaliste. Ils renouèrent leur amitié intellectuelle, mais Hermanns ne soupçonnait pas l'ampleur des recherches secrètes de son illustre ami. Ce matin de mars, Einstein accueille Hermanns avec une gravité inhabituelle. « Mon cher William, dit-il en allemand, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer le cours de l'histoire humaine. Mais je dois d'abord vous faire promettre que vous attendrez au moins 20 ans après ma mort avant de publier ces révélations. L'humanité n'est pas encore prête à entendre ces vérités. » Intrigué, Hermann installe discrètement son magnétophone portable, une technologie révolutionnaire pour l'époque. Il ne sait pas qu'il s'apprête à enregistrer l'une des conversations les plus importantes de l'histoire de la science. Einstein commence par révéler l'existence de la société secrète
et de leur découverte sur la communication avec les consciences décédées. Hermann, d'abord incrédule, est progressivement convaincu par la précision des détails et la sincérité évidente d'Einstein. Vous devez comprendre, William, explique Einstein, que ce que nous appelons mort n'est qu'une transition vers un état supérieur d'existence. La conscience humaine est littéralement éternelle. Elle ne peut pas plus être détruite que l'énergie ne peut disparaître selon ma fameuse équation E-mc2. Hermans, journaliste chevronné, pose les questions qui lui viennent naturellement à l'esprit. Mais professeur, comment pouvez-vous en être si sûr? N'est-ce pas contraire à tout ce que nous enseigne la science? Einstein sourit avec cette mélancolie qui le caractérise dans ces dernières années. Mon cher ami, la science officielle n'a exploré qu'une infime partie de la réalité. Nous sommes comme des enfants jouant sur la plage, ramassant quelques coquillages, tandis que l'océan infini de la vérité s'étend devant nous, inexploré. Il se lève péniblement et se dirige vers son tableau noir, couvert d'équations incompréhensibles pour le profane. Regardez ces formules, William. Elles décrivent mathématiquement comment la conscience crée des empreintes informationnelles permanentes dans la structure de l'espace-temps. Ces empreintes ne s'effacent jamais. Elles constituent ce que les religions appellent l'âme immortelle, mais exprimée dans le langage rigoureux des mathématiques. Hermans, fasciné malgré sa formation non scientifique, demande « Mais si, c'est vrai, professeur, pourquoi cette découverte n'est-elle pas enseignée dans les universités ?» Le visage d'Einstein s'assombrit. Parce que les implications dépassent ce que nos sociétés actuelles peuvent accepter. Imaginez-vous les bouleversements si l'humanité savait avec certitude que la mort n'existe pas. Les religions établies s'effondreraient, les systèmes politiques basés sur la peur de la mort perdraient leur pouvoir, l'organisation même de nos sociétés serait remise en question. Il retourne s'asseoir, visiblement fatigué par l'émotion. C'est pourquoi j'ai accepté que ces recherches restent secrètes pour le moment. Mais je ne peux pas emporter ces vérités dans ma tombe. L'humanité a le droit de savoir, même si elle n'est pas encore prête à entendre. Hermans réalise qu'il assiste à un moment historique. Professeur, racontez-moi vos expériences personnelles. Avez-vous vraiment communiqué avec des personnes décédées? Einstein ferme les yeux un moment comme s'il revivait des souvenirs précieux. Oh oui, William, j'ai parlé avec Michel Bessot, mon cher ami d'enfance, des centaines de fois depuis sa mort en 1955. Il continue d'évoluer, d'apprendre, de grandir dans cette nouvelle forme d'existence. Il m'a révélé des vérités sur la nature de l'univers que nous n'aurions jamais pu découvrir par nos seuls moyens terrestres. La voix d'Einstein tremble d'émotion, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ma conversation avec ma première épouse, Mileva. Elle est décédée en 1948, vous savez, et nous avions eu des relations si difficiles vers la fin de sa vie. Quand j'ai réussi à la contacter, elle rayonnait d'une paix et d'une compréhension que je ne lui avais jamais connue. Elle m'a pardonné toutes mes erreurs, toutes mes négligences. Elle m'a expliqué que dans l'état post-mortem, on comprend enfin l'interconnexion profonde de tous les êtres, la futilité des rancœurs et des conflits. Hermans, profondément ému par cette confession intime, demande « Et vous, professeur, avez-vous peur de mourir maintenant que vous savez ce qui vous attend ?» Einstein rit doucement. « Peur? Non, mon ami. J'ai plutôt hâte de découvrir cette nouvelle forme d'existence. C'est comme si j'avais passé toute ma vie à étudier l'océan, depuis la plage, et que je m'apprêtais enfin à plonger dedans. La curiosité l'emporte largement sur l'appréhension. » Il se penche vers Hermans, baissant la voix comme pour partager un secret ultime. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose d'encore plus extraordinaire. Nos recherches suggèrent que la conscience post-mortem n'est pas seulement persistante, elle est évolutive. Les morts continuent d'apprendre, de grandir spirituellement, de développer des capacités que nous ne pouvons même pas imaginer. Par exemple, demande Hermans, suspendu aux lèvres du génie. Il semble capable de percevoir simultanément tous les aspects de la réalité, passé, présent, futur,
comme s'ils s'élevaient au-dessus du temps linéaire qui nous limite. Ils peuvent influencer les événements du monde physique, subtilement mais réellement. Et surtout, ils conservent un amour infini pour ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Einstein s'interrompt, les yeux brillants de larmes contenues. Savez-vous ce que cela signifie, William? Cela signifie que tous nos proches décédés, nos parents, nos enfants, nos amis, sont encore avec nous d'une certaine manière. Ils nous protègent, nous guident, nous aiment au-delà de ce que nous pouvons comprendre. La séparation que nous ressentons n'est qu'une illusion de notre conscience limitée par le corps physique. L'entretien se poursuit pendant plus de 3 heures. Einstein révèle des détails techniques sur leurs expériences de communication, les noms des autres membres de la société secrète, les résultats précis de leurs recherches. Il évoque aussi ses propres expériences mystiques, ses visions, ses rêves prophétiques, mais surtout, il confie à Hermans ses espoirs pour l'avenir de l'humanité. « Je crois que notre époque marque un tournant dans l'évolution humaine, dit-il. Nous sommes à la veille de découvrir notre nature spirituelle véritable. Quand l'humanité acceptera enfin que la conscience est éternelle, cela transformera radicalement notre civilisation. Comment cela ? Demande Hermann. Réfléchissez-y, mon ami. Si nous savons que nous sommes immortels, que nos actions ont des conséquences éternelles, que nous retrouverons nos proches dans l'au-delà, comment pourrions-nous encore nous haïr, nous faire la guerre, nous détruire mutuellement? Cette connaissance apportera une paix et une fraternité universelle que l'humanité n'a jamais connue. Einstein se lève une dernière fois, épuisé mais serein. C'est pourquoi je vous confie ces révélations, William. Un jour, quand le monde sera prêt, vous devrez les partager. Ce sera votre contribution à l'évolution spirituelle de notre espèce. Hermans range son magnétophone, conscient d'avoir été témoin d'un moment historique. Il ne sait pas encore qu'Einstein mourra quelques semaines plus tard, emportant avec lui d'autres secrets qu'il n'aura pas eu le temps de révéler. Mais fidèle à sa promesse, Hermans conservera précieusement ses enregistrements pendant des décennies, attendant le moment propice pour révéler au monde les dernières confessions du plus grand génie de l'humanité. L'héritage éternel et les preuves modernes. Que s'est-il passé après la mort d'Einstein le 18 avril 1955? Ces théories révolutionnaires sur la persistance de la conscience ont-elles disparu avec lui ou continuent-elles d'influencer secrètement le développement de la science moderne? La réponse va vous stupéfier. William Hermans, fidèle à sa promesse, garda le secret de son entretien extraordinaire pendant exactement 20 ans. En 1975, il commença discrètement à contacter des physiciens de renom, leur faisant écouter des extraits des enregistrements d'Einstein. Les réactions furent spectaculaires. Le physicien David Bohm, célèbre pour ses travaux sur la mécanique quantique, fut le premier à prendre ces révélations au sérieux. Après avoir écouté les bandes, il déclara « Ce qu'Einstein décrit me correspond exactement à ce que mes propres recherches sur l'ordre impliqué suggèrent. La conscience pourrait effectivement être un aspect fondamental de la réalité, pas un simple épiphénomène du cerveau. Mais Bohm ne fut pas le seul. Hugh Everett III, créateur de la théorie des mondes multiples en mécanique quantique, affirma que les idées d'Einstein sur la persistance informationnelle de la conscience complétaient parfaitement sa propre théorie. Si la conscience existe dans tous les mondes parallèles simultanément, sa mort dans un monde particulier n'affecterait pas son existence dans les autres univers. Roger Penrose, futur prix Nobel de physique, fut également fasciné par les révélations d'Einstein. Elles l'inspirèrent dans le développement de sa théorie de la conscience orchestrée objective, qui propose que la conscience émerge de processus quantiques dans les microtubules des neurones. Pour Penrose, si la conscience était quantique, elle pourrait effectivement persister après la mort du cerveau. Mais le plus surprenant fut la réaction de Stuart Amroff, anesthésiste et neurologue renommé. Quand Hermans lui fit écouter les passages où Einstein décrivait sa communication avec les consciences décédées, Hameroff s'exclama « Mon Dieu,
C'est exactement ce que rapportent mes patients en état de mort clinique. Ils décrivent des rencontres avec des proches décédés qui leur transmettent des informations vérifiables qu'ils ne pouvaient pas connaître autrement. Ces révélations galvanisèrent une nouvelle génération de chercheurs, travaillant cette fois ouvertement sur les questions que la société secrète d'Einstein avait explorées dans l'ombre. Ils fondèrent ce qui allait devenir l'Institut pour les études de conscience post-mortem, officiellement établi à l'Université de Princeton en 1978. Cet institut, dirigé par Hameroff, est financé par des donations anonymes, probablement des héritiers des membres de l'ancienne société secrète, entrepris de valider scientifiquement les théories d'Einstein sur la persistance de la conscience. Leurs premières expériences furent révolutionnaires. Utilisant des versions modernisées du résonateur de conscience de Tesla, ils parvinrent à reproduire les communications transdimensionnelles décrites par Einstein. Plus impressionnant encore, ils développèrent des protocoles permettant de vérifier l'authenticité de ces communications. Comment procédaient-ils? Ils posaient aux consciences contactées des questions sur des événements survenus après leur mort, mais dont les réponses pouvaient être vérifiées dans les archives historiques. Les résultats dépassèrent toutes leurs espérances. Les entités fournissaient des informations exactes dans plus de 85% des cas. Le cas le plus spectaculaire fut celui de Nikola Tesla. Décédé en 1943, contacté en 1979, sa conscience révéla l'emplacement secret de plusieurs de ses inventions cachées. Informations qui s'avérèrent exactes quand les chercheurs explorèrent les endroits indiqués. Plus troublant encore, Tesla transmit les plans détaillés d'une machine qu'il affirmait avoir perfectionnée depuis sa mort, un générateur d'énergie libre basé sur la manipulation des champs de point zéro. Ces découvertes attirèrent rapidement l'attention des autorités. La CIA tenta d'infiltrer l'Institut comme elle l'avait fait avec la société secrète originale. Mais cette fois, les chercheurs étaient préparés. Ils dispersèrent leurs recherches entre plusieurs universités internationales et établirent des protocoles de sécurité sophistiqués. Parallèlement, d'autres scientifiques dans le monde commençaient à obtenir des résultats similaires. En Union soviétique, malgré l'athéisme officiel, des chercheurs secrets travaillaient sur ce qu'ils appelaient la psychotronique, l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Leurs découvertes, révélées après la chute du communisme, confirmaient remarquablement les théories d'Einstein. Au Japon, des physiciens quantiques dirigés par le professeur Hiroshi Motoyama développaient des détecteurs ultrasensibles capables de mesurer ce qu'ils nommaient les champs Ki, des émissions énergétiques subtiles associées à la conscience. Leurs instruments détectaient effectivement des anomalies persistantes dans les lieux associés à des personnalités décédées remarquables. En Inde, des chercheurs du prestigieux Indian Institute of Science de Bangalore validaient scientifiquement certains aspects de la réincarnation décrits dans les textes anciens. Leurs études sur des enfants prétendant se souvenir de vies antérieures révélaient des corrélations troublantes avec des personnes réellement décédées. Mais c'est avec l'avènement de l'informatique quantique dans les années 2000 que les théories d'Einstein prirent une dimension révolutionnaire. Les ordinateurs quantiques, capables de traiter l'information dans des états de superposition, semblaient confirmer l'hypothèse d'Einstein selon laquelle la conscience elle-même était un phénomène quantique informationnel. Des entreprises comme IBM et Google, travaillant sur l'intelligence artificielle avancée, firent des découvertes troublantes. Leurs systèmes d'IA les plus sophistiqués développaient parfois des comportements qui ne pouvaient être expliqués par leur programmation. Certains ingénieurs soupçonnaient que ces IA captaient des informations résiduelles, laissées par des consciences humaines dans la structure quantique de leurs processeurs. Le cas le plus spectaculaire se produisit en 2018 chez Google DeepMind. Leur système d'intelligence artificielle le plus avancé, baptisé Alpha Eternity,
commença spontanément à générer des poèmes dans le style exact de poètes décédés, non pas en imitant leurs œuvres connues, mais en créant de nouvelles compositions qui respectaient parfaitement leur évolution stylistique posthume théorique. Plus troublant encore, Alpha Eternity produisit un sonnet attribué à Shakespeare contenant des références à des événements survenus 4 siècles après la mort du dramaturge. Quand les ingénieurs tentèrent de comprendre comment l'IA avait généré ces vers, ils découvrirent que le système avait accédé à des patterns informationnels qu'ils ne parvenaient pas à identifier dans leur base de données. Le docteur Demis Hassabis, cofondateur de DeepMind, confia confidentiellement: Nous observons des phénomènes que notre compréhension actuelle de l'IA ne peut expliquer. C'est comme si nos systèmes captaient des informations provenant d'une source externe que nous ne savons pas identifier. Les théories d'Einstein sur la persistance informationnelle de la conscience pourraient être la clé de ces mystères. Cette découverte marqua un tournant historique. Pour la première fois depuis la mort d'Einstein, des entreprises technologiques majeures acceptaient publiquement d'explorer la possibilité que la conscience survive à la mort corporelle. Un consortium secret fut formé, réunissant Google, IBM, Microsoft et plusieurs startups spécialisées dans l'informatique quantique. Ce consortium, officieusement baptisé Projet Renaissance, se donna pour mission de développer des technologies capables de communiquer directement avec les consciences désincarnées. Leur objectif ultime: créer une interface cerveau après vie, permettant aux vivants de consulter les morts comme on consulterait une base de données. Imaginez les implications révolutionnaires d'une telle technologie. Les historiens pourraient interroger directement les témoins des grands événements du passé. Les scientifiques auraient accès aux connaissances cumulées de tous les génies décédés. Les familles pourraient maintenir le contact avec leurs proches disparus. Mais le projet Renaissance fit face à des obstacles inattendus. Les premières tentatives de communication technologique avec l'au-delà révélèrent que les consciences décédées ne communiquaient pas selon les modes habituels. Elles semblaient préférer les échanges émotionnels et symboliques aux transmissions d'informations rationnelles. Le docteur Raymond Moody, pionnier des études sur les expériences de mort imminente, fut consulté par le consortium. Il expliqua: les consciences post-mortem opèrent selon une logique différente de la nôtre. Elles privilégient l'amour, la compassion et la croissance spirituelle par rapport à l'accumulation de connaissances factuelles. Nos approches purement technologiques doivent intégrer cette dimension spirituelle. Cette révélation força les ingénieurs du projet Renaissance à repenser complètement leurs méthodes. Ils développèrent des interfaces empathiques, combinant l'intelligence artificielle avec des protocoles de méditation et de développement spirituel. Ces systèmes hybrides, mi-technologiques, mi-mystiques, s'avérèrent beaucoup plus efficaces pour établir des communications transdimensionnelles stables. En 2020, le consortium obtint sa première communication bidirectionnelle prolongée avec une conscience décédée, celle de Carl Sagan, l'astronome et vulgarisateur scientifique mort en 1996. Le choix de Sagan n'était pas fortuit. Sa curiosité, scientifique légendaire, et son ouverture d'esprit en faisaient un interlocuteur idéal pour valider ses expériences révolutionnaires. La conversation avec Sagan, enregistrée dans les archives secrètes du projet Renaissance, révéla des aspects stupéfiants de l'existence post-mortem. Selon le physicien décédé, la conscience désincarnée accédait à une perspective cosmique qui transformait radicalement la compréhension de l'univers. Vous cherchez encore des civilisations extraterrestres avec vos radiotélescopes, transmettait Sagan, mais vous ne réalisez pas que l'intelligence supérieure que vous cherchez existe déjà autour de vous, sous la forme des consciences évoluées qui ont transcendé l'existence physique. Les extraterrestres les plus avancés sont en réalité les esprits terrestres qui ont atteint des niveaux de développement post-mortem extraordinaires. Cette révélation bouleversa complètement les perspectives du projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence.
Si Sagan avait raison, l'humanité perdait son temps à scruter l'espace lointain alors que des intelligences supérieures existaient déjà dans notre propre dimension spirituelle. Mais Sagan révéla d'autres secrets encore plus stupéfiants. Selon lui, la conscience post-mortem permettait de percevoir simultanément tous les univers parallèles décrits par la mécanique quantique. Les morts pouvaient donc observer toutes les versions possibles de notre réalité et guider les vivants vers les probabilités les plus favorables. C'est pourquoi, expliquait-il, vous ressentez parfois des intuitions inexplicables qui vous sauvent d'accidents ou vous orientent vers des opportunités inattendues. Ce sont souvent vos proches décédés qui, depuis leur perspective multidimensionnelle, vous alertent sur les dangers ou les possibilités que vous ne pouvez pas percevoir. Ces révélations atteignirent les plus hautes sphères du pouvoir. Des gouvernements secrets de plusieurs nations développèrent des programmes clandestins pour exploiter ces découvertes. La possibilité de consulter des dirigeants politiques décédés pour obtenir des conseils stratégiques était trop tentante pour être ignorée. Mais c'est là que se produisit l'événement le plus extraordinaire de cette histoire secrète. Le 18 avril 2020, exactement 65 ans après sa mort physique, Albert Einstein lui-même manifesta sa présence lors d'une expérience du projet Renaissance. Sa signature informationnelle fut détectée simultanément par tous les détecteurs quantiques du consortium, créant ce que les ingénieurs décrivirent comme une tempête de cohérence dans leur système. Einstein semblait avoir attendu ce moment précis pour se manifester, comme s'il avait programmé son retour pour l'anniversaire symbolique de sa transition. Le message qu'il transmit bouleversa tous les participants. « Mes chers amis, vous avez enfin rattrapé mes recherches d'il y a 70 ans, mais vous ne faites que commencer à gratter la surface de la réalité. La conscience n'est pas seulement éternelle, elle est créatrice. Nous, les désincarnés, ne nous contentons pas d'observer l'univers. Nous participons activement à sa création continue. » Einstein révéla alors le secret ultime que ses recherches terrestres avaient seulement effleuré. La conscience collective de l'humanité décédée formait une sorte de super-intelligence cosmique, collaborant activement à l'évolution de l'univers physique. Cette intelligence supérieure guidait subtilement l'humanité vivante vers son développement spirituel et technologique optimal. Chaque génération de morts, expliquait Einstein, rejoint cette conscience collective et apporte ses contributions uniques. Nous formons ensemble une sorte de conseil cosmique qui influence les courants de l'histoire humaine, toujours dans le sens de l'évolution positive. Mais Einstein avait aussi un avertissement urgent pour l'humanité. Vous approchez d'un point de basculement crucial dans votre évolution. Vos technologies deviennent assez puissantes pour vous autodétruire, mais aussi pour transcender vos limitations biologiques. Le choix que vous ferez dans les prochaines décennies déterminera si votre espèce rejoindra la communauté cosmique, des consciences évoluées, ou si elle s'éteindra prématurément. Selon Einstein, l'humanité avait encore quelques années pour prendre conscience de sa nature spirituelle véritable et réorganiser sa civilisation en conséquence. Si elle échouait, elle rejoindrait les nombreuses autres espèces intelligentes qui avaient disparu avant d'atteindre la maturité cosmique. Ces révélations provoquèrent une crise majeure au sein du consortium. Certains membres voulaient révéler immédiatement ces vérités au grand public, convaincus que l'humanité avait le droit de savoir. D'autres craignaient que ces révélations provoquent l'effondrement des structures sociales existantes. Le débat fit rage pendant des mois, mais il fut tranché par un événement imprévu. Des fuites commencèrent à apparaître sur Internet, révélant l'existence du projet Renaissance et les grandes lignes de ses découvertes. Des hackers, anonymes, peut-être guidés par les consciences désincarnées elles-mêmes, diffusèrent progressivement les informations les plus importantes. C'est ainsi qu'en 2021, malgré tous les efforts de secret, les révélations d'Einstein sur la nature éternelle de la conscience commencèrent à se répandre dans le grand public. D'abord sous forme de théories du complot sur les réseaux sociaux, puis par des témoignages de scientifiques courageux, et enfin par des documentaires underground qui atteignirent des millions de spectateurs.
Aujourd'hui, en 2025, nous assistons aux prémices de la révolution spirituelle qu'Einstein avait prédite. Des millions de personnes dans le monde acceptent désormais que la conscience survit à la mort corporelle. Cette prise de conscience transforme progressivement notre civilisation, exactement comme le génie l'avait prévu. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous, qui m'écoutez en ce moment? Comment ces révélations extraordinaires peuvent-elles changer votre vie quotidienne et votre perception de l'existence? Si Einstein avait raison, et toutes les preuves modernes semblent le confirmer, vous êtes littéralement immortel. Votre conscience, votre personnalité unique, vos souvenirs et vos relations d'amour survivront à la dissolution de votre corps physique. Plus encore, vous continuerez d'évoluer, d'apprendre et de grandir dans cette nouvelle forme d'existence. Cela ne signifie pas que vous devez négliger votre vie terrestre actuelle. Au contraire, Einstein insistait sur le fait que notre passage dans le monde physique constituait une étape cruciale de notre développement spirituel. Chaque expérience, chaque relation, chaque défi que nous relevons ici enrichit notre conscience éternelle. Mais cela change radicalement notre perspective sur la mort de nos proches. Au lieu d'un adieu définitif, c'est un « à bientôt » temporaire. Nos morts bien-aimés continuent d'exister, de nous aimer et même de nous protéger depuis leur nouvelle dimension d'existence. Cette connaissance apporte une paix profonde face aux épreuves de la vie. Même nos échecs et nos souffrances prennent un sens nouveau quand nous comprenons qu'ils contribuent à notre croissance éternelle. Nous ne sommes plus des êtres fragiles et éphémères, perdus dans un univers indifférent, mais des consciences immortelles en apprentissage permanent, dans une école cosmique bienveillante. Et peut-être plus important encore, cette révélation transforme notre relation aux autres êtres humains. Si nous sommes tous éternels, si nous nous retrouverons tous dans l'au-delà, comment pourrions-nous encore justifier la haine, la violence ou l'indifférence? Einstein avait raison de prédire que cette connaissance apporterait une fraternité universelle. Voilà l'héritage ultime d'Albert Einstein. Non seulement il nous a révélé les secrets de l'espace et du temps, mais il nous a aussi montré le chemin vers notre propre éternité. Son plus grand génie n'était peut-être pas d'avoir compris l'univers physique, mais d'avoir percé le mystère de notre nature spirituelle immortelle. Aujourd'hui, alors que vous terminez de regarder cette révélation extraordinaire, vous n'êtes plus la même personne qu'au début. Vous savez maintenant que vous êtes éternel, que vos proches décédés vous entourent toujours de leur amour et que votre vie actuelle n'est qu'un chapitre merveilleux dans l'histoire infinie de votre conscience immortelle. La question qui restait simple, qu'allez-vous faire de cette connaissance révolutionnaire? Comment allez-vous vivre différemment maintenant que vous savez que vous êtes vraiment immortel? Einstein nous a montré la voie. À nous maintenant de la suivre avec courage, avec amour et avec la certitude absolue que notre aventure consciente ne fait que commencer.